Une production Binge Audio, évidemment. Les couilles sur la table, épisode 91. Chers auditeuristes, bonjour. Je suis encore avec Tal Madesta pour la deuxième partie de ce grand entretien passionnant sur les masculinités juives. Salut Tal. Salut Victoire. Dans la première partie de cet entretien, Patrick Farge, historien, nous a raconté comment le regard antisémite avait fabriqué un stéréotype d'homme juif en lui assignant des traits de caractère, des traits physiques particuliers, et il nous a raconté comment les nombreuses lois anti-juives en Europe avaient contribué à rendre la Shoah possible. En vous écoutant, on a découvert comment, en réponse à cet antisémitisme, avaient émergé plusieurs idéaux de masculinité juive au sein même des communautés concernées. Dans la suite de cette conversation, on va comprendre ce que ça fait à l'identité masculine des juifs du monde entier d'être aussi une identité diasporique, c'est-à-dire de la diaspora dispersée partout dans le monde. Et enfin, on va s'intéresser à l'émergence, en même temps que la création de l'État d'Israël, d'un nouvel idéal d'homme juif, musclé et fort, bien loin de tous les idéaux de masculinité juive qui existaient jusqu'alors. Donc, reprenons l'histoire où on l'avait arrêtée. Dans les années 30 puis 40, au moment où les Juifs sont persécutés à des niveaux inédits en Europe, beaucoup doivent fuir dans d'autres pays. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur la façon dont se construisent les masculinités juives, à la fois dans le regard extérieur porté sur eux par les pays d'accueil, mais aussi à l'intérieur même des communautés. La Shoah donc, a affecté la vie des Juifs dans le monde de manière très très forte et très durable, et elle a complètement reconfiguré aussi la diaspora en elle-même. Il y a un chercheur dans une université israélienne qui est démographe, qui s'appelle Sergio Della Pergola, qui travaille là-dessus. Il a travaillé toute sa vie, en fait, à montrer après-guerre où se situaient les mondes juifs, en fait, et comment ils s'organisaient les uns par rapport aux autres dans des formes de diaspora transnationale, mais complètement reconfigurées. C'est une forme de diaspora dans la diaspora, si vous voulez. C'est-à-dire que ces familles qui étaient à Vienne, qui étaient à Berlin, qui étaient à Francfort, elles se sont retrouvées à Washington, Toronto, Jérusalem, Buenos Aires, en maintenant des liens entre elles par des correspondances, par des tas de choses, des envois de paquets, on envoie beaucoup des paquets aussi. Et vous avez vous-même beaucoup travaillé sur justement les conséquences de ces migrations forcées sur les masculinités juives. Dans un article, je vous cite, vous racontez les technologies mises en œuvre pour discipliner le corps des juifs réfugiés masculins dans plusieurs pays dans le monde, en développant la notion de corps apte et inapte. Et vous dites que ces lieux de refuge, ces lieux d'asile, ils ont été des lieux de production de masculinité stigmatisée et des lieux de redressement des corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? En fait, un peu partout, dans plusieurs endroits du globe, simultanément, au printemps 1940 environ, au sein de l'Empire britannique qui est en guerre contre l'Allemagne nazie, des hommes juifs ont été internés en tant que ressortissants d'un pays ennemi, un peu partout. Alors, évidemment, en Grande-Bretagne en premier lieu. On leur reproche d'être des enemy aliens, donc des étrangers ennemis, des ressortissants d'un pays ennemi, parce qu'ils ont un passeport allemand ou autrichien. Alors que parmi ces gens qui sont internés, il y a énormément de juifs qui sont eux-mêmes des réfugiés. On peut pas, oui, en l'occurrence, qui ont fui l'Allemagne nazie. Voilà, exactement. Donc on ne peut pas les considérer comme étant des ressortissants d'un pays ennemi, puisque ce pays ennemi lui-même les a déchus de leur nationalité au moment même où ils quittaient le territoire. Donc ils perdent leur citoyenneté. Ça, c'est une des choses qu'il faut savoir, parce qu'en fait, ils se retrouvent à être des apatrides, en fait, les exilés juifs allemands. Et donc, la Grande-Bretagne, c'est une grande surprise, puisque la Grande-Bretagne, elle venait à peine d'accueillir des milliers d'enfants sans leurs parents, dans une opération de sauvetage des enfants juifs d'Europe centrale, en faisant venir des enfants seuls sans leurs parents dans une opération qui s'est appelée le Kindertransport, le transport des enfants, ce qui leur a permis d'ailleurs de survivre. Donc ça, c'est en 1938. Donc les enfants sont accueillis et les parents sont internés. 2 ans plus tard,
Exactement. 2 ans plus tard, Churchill change de braquet et c'est très perturbant, évidemment, et donc interne ces personnes dans des camps d'internement. Donc voilà, des pratiques d'internement en temps de guerre, c'est pas du tout spécifique évidemment au contexte britannique, ni même de l'Empire britannique, mais vous voyez, à différents endroits du globe de l'Empire britannique, au même moment, des personnes juives, des hommes juifs, les femmes ont été internées dans un premier temps, mais très vite elles ont été relâchées. En revanche, on a gardé les hommes parce qu'on considérait que ça pouvait être des ennemis de l'intérieur, une sorte de 5e colonne qui allait se réveiller comme ça. Et la Grande-Bretagne a même fait mieux, puisqu'elle les a déportés vers les Dominions, qui étaient le Canada et l'Australie. Et donc là, une fois qu'ils arrivent au Canada et en Australie, ils sont oubliés parce que la guerre, évidemment, fait qu'on ne les rapatrie pas en Europe. Ils sont complètement oubliés dans des espèces de camps d'internement surveillés par des vétérans de la Première Guerre mondiale, pour ce qui est du Canada en tout cas, et ils vivent dans une sorte de microcosme comme ça, où on les met au travail. Et c'est là que l'idée de redressement des corps intervient, puisqu'ils sont mis au service de la couronne britannique. Ce sont des camps d'internement, comme on peut avoir eu des camps de prisonniers de guerre, par exemple, de prisoners of war. Ça, c'est assez proche dans le type de fonctionnement. C'est pas un camp de concentration, c'est pas un camp de travail forcé, comme on peut l'avoir dans d'autres contextes. Là, c'est plutôt qu'on les invite à avoir des saines activités, par exemple de se confronter à la nature sauvage canadienne et à couper du bois. Parce que qu'est-ce qu'on fait au Canada quand on y reste des mois et des années ? On défriche, quoi. Mais on les y invite, mais est-ce qu'il y a vraiment le choix ? Non, évidemment. D'une part, il y a pas le choix parce que on les y incite très fortement en leur promettant qu'ils auront une meilleure vie dans le camp après. Et puis d'autre part, parce qu'on s'ennuie énormément dans le camp. Donc là, c'est les sources vraiment que j'ai étudiées de près. Il y a énormément de gens qui ont des dépressions. Ils ont même inventé un terme qui est celui d'internitis, l'internite. Internitis, donc qui a le nom d'une maladie, l'internite. C'est-à-dire qu'en gros, on est déprimé, on fait rien. Donc avoir des activités physiques, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les Canadiens vont faire des campagnes de presse pour montrer ces réfugiés juifs internés comme des corps aptes. Donc on va leur faire se dénuder par exemple le haut du corps pour qu'on montre que c'est des pectoraux, etc. Donc on va faire de ces figures de juifs internés dont au début on ne sait pas très bien ce qu'ils viennent faire là, des gens qui ont été redressés au service de la couronne et du Canada et de cette nature exubérante qu'est le Canada. Et c'est assez intéressant, et si je comprends bien aussi votre article, en fait, l'idée, c'est de démontrer que les corps d'hommes juifs, ils ont été brutalisés par l'antisémitisme très concrètement, autant par le vécu de la violence antisémite que par les déplacements géographiques qu'elle a forcés. Et donc ça, tout ce que vous racontez, ça a un impact pour les hommes juifs, à la fois sur leur identité juive et masculine ? Oui, c'est exactement ça. En fait... Vous voyez là, dans ce que je viens de vous raconter précédemment, on est aux confins de la Shoah. On n'est pas au cœur de la Shoah, on est aux marges. Il ne s'agit pas ici d'assassinat, il ne s'agit pas de camps de concentration, ni de camps d'extermination, mais cela fait bien partie de l'histoire de la Shoah. Je me souviens, j'ai travaillé en partie en faisant une histoire orale, c'est-à-dire que dans les années 99 à 2004, j'ai interviewé moi-même des personnes, et donc l'un de mes interviewés, qui s'appelait Erwin Schilt, et qui était né en 1920 en Allemagne, et qui vient d'ailleurs juste de décéder il y a quelques jours, le 6 janvier dernier, donc c'est vraiment tout récent, à l'âge de 104 ans. Oh, wow. Ouais, Erwin Schilt, donc dans un des entretiens qu'il m'a accordé, et puis plus tard, dans un texte autobiographique qu'il a écrit, il a rappelé que toute sa vie, pour lui, était une note de bas de page dans l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire fuir sans ses parents en Angleterre, être interné par Churchill, être transféré au Canada, être oublié dans un camp d'internement, refaire sa vie intégrale au Canada, puisqu'il est ensuite devenu rabbin à Toronto. Il est resté en fait toute sa vie au Canada. Donc vous voyez la vie qu'il aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu tout ça. Il serait probablement resté en Allemagne toute sa vie. Enfin, vous voyez, c'est énorme ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, et il considère que c'est une note de bas de page dans l'histoire de la Shoah. Alors, une note de bas de page, c'est-à-dire c'est lié à l'histoire principale, mais c'est un peu un texte infrapaginal par rapport au texte principal qui est celui de la Shoah. Et donc cet homme m'avait beaucoup touché, en fait, évidemment.
La Shoah a affecté durablement les familles, les modes de vie, les communautés, les transmissions et aussi le genre à différents niveaux, évidemment. Pour rester sur le sujet des migrations, des émigrations, sur l'impact de la Shoah, vous racontez aussi beaucoup dans votre travail l'exemple de l'émigration vers la Palestine mandataire, donc quelques années avant la création d'Israël en 1948. La Palestine, à l'époque, c'est un territoire sous mandat britannique. Et vous dites que pour les sionistes, donc c'est-à-dire les personnes qui défendaient politiquement la création d'un État juif en Palestine, il s'agissait, je vous cite, de produire un nouveau juif hébraïsé, capable de porter la cause sioniste et de s'ancrer durablement dans la terre d'Israël. Vous entendez quoi par là et à quoi ça sert pour les sionistes de créer ce nouveau juif ? Alors, dans l'épisode précédent, on a un petit peu évoqué l'idéal du judaïsme du muscle, donc qui est hérité pour le coup du sionisme de la fin du 19e siècle. En Palestine, sous mandat britannique, donc dès l'entre-deux-guerres, la Palestine considérée comme le foyer national juif, et puis évidemment à partir de 1948 dans la jeune nation israélienne, ces idéaux-là qui étaient restés très largement des idéaux ont été mis en pratique, pas uniquement dans les cultures populaires, comme je le disais dans l'épisode précédent, mais aussi véritablement dans la mise en pratique nationale. Alors, sauf évidemment pour les juifs religieux qui ont échappé très vite au service militaire, etc. Mais donc, le sionisme politique tel qu'il s'est mis en place en Palestine mandataire, puis en Israël, dans la jeune nation israélienne, il a imposé des formes d'égalité de genre, mais comme tout nationalisme, en fait, il était aussi très largement pensé comme étant pour et par les hommes. Il y a l'égalité de genre qui vient, disons, du côté socialiste du sionisme. Elle est prônée, etc., mais il n'y a pas d'égalité de genre dans les faits. Voilà. Et ce nouvel homme juif en particulier, donc c'est le cœur de la régénération de l'État d'Israël. C'est vraiment c'est l'instrument par lequel la nation juive va exister. Et donc, il répond évidemment aux stigmates qui ont affecté précédemment le corps juif. Il doit être, ce nouveau juif, ce nouvel homme juif hébraïsé, doit être robuste, fort, stratège, prêt à se battre, courageux, viril, hétérosexuel aussi. Et donc, on peut penser ici aux travaux d'un professeur de littérature de l'université de Tel Aviv qui s'appelle Michael Glucksmann, qui a montré que le corps juif masculin est en fait un axe central de la jeune littérature hébraïque moderne. Et donc pour lui, pour Glucksmann, la scène fondatrice de cette littérature, donc déjà avant 1948, c'est de montrer un narrateur, donc un narrateur qui raconte l'histoire, qui est souvent d'ailleurs un vieil intellectuel juif de la diaspora, un vieil européen, face à un jeune juif au corps vigoureux, qui à la fois étonne ce vieil homme et qui dans le même temps le touche. Et Glucksmann dit que c'est là le mythème fondamental du projet sioniste en Israël. Le mythème, c'est-à-dire la brique de discours fondamentale sur laquelle tout s'ancre. Donc le sionisme mis en pratique a développé un programme genré qui est partagé par tout le monde. Tout le monde y adhère, sinon les sionistes proches du socialisme, les sionistes de droite aussi, qu'on appelle révisionnistes. Ce programme, donc, genré, est une négation du corps de l'homme juif de la diaspora, parce que, justement, il porte les stigmates d'un vieux monde qu'on a dépassé. Ça se cristallise autour de la figure du sabra. Le sabra, c'est le juif israélien né en Israël. Donc, dans la Eretz Israël, dans la terre d'Israël, qui s'ancre dans la terre. Ça vient du mot tsabar, qui signifie figue de barbarie. Donc, vous voyez, c'est l'idée que le cactus produit ses fruits. Donc, le sabra, c'est l'enfant du désert. C'est celui qui est adapté à son environnement. C'est celui qui pousse, qui s'ancre aussi et qui produit des fruits. Voilà, c'est vraiment la désignation de ce nouvel homme juif. Et donc, dès le début, en fait, la nation israélienne, je pense, est très largement virilisée. Oui, et puis il y a des cas aussi qui sont documentés de personnes qui viennent dès le début, dès la création d'Israël,
incarner ce nouveau juif. Je pense dans vos recherches à un certain Klaus Jacob Dror, qui du coup incarne complètement cet idéal sioniste qui est nécessaire en fait pour que le projet sioniste puisse advenir. Klaus Jacob Dror, c'est un homme allemand né en 1909, qui a été incité toute son enfance par son père à pratiquer du sport de manière intensive, qui était persuadé que l'antisémitisme devait se combattre par l'attitude, le comportement, l'image qu'on renvoie aux autres. Il se tourne du coup jeune vers les milieux sionistes et quand il arrive en Palestine entre 1934 et 1936, il devient éducateur physique, donc c'est pas anodin. Et vous racontez finalement que son ancrage dans les milieux sportifs et sionistes l'ont construit comme corps apte, comme figure du corps apte. Mais face à ce nouvel idéal-là, tous les hommes juifs ne peuvent pas ou ne veulent pas l'incarner. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en fait Israël produit aussi tout un tas de masculinités juives qui pourraient être considérées comme subalternes dès la création d'Israël. Subalternes, c'est-à-dire des hommes juifs qui ne rentrent pas dans les attentes masculines, qui ne sont pas considérés comme de bons hommes juifs et qui donc n'ont pas la même valeur aux yeux des sionistes. Dans vos recherches, vous parlez du cas d'Ernst Levy, qui est très intéressant puisque, à l'inverse du premier cas qu'on vient d'illustrer, il vient, lui, incarner l'échec de la masculinité attendue de lui. Donc Ernst Levy, c'est un homme juif né en 1920, lui aussi en Allemagne, qui a dû interrompre sa scolarité en 1935 à cause des persécutions nazies et dont les parents l'envoient dans une organisation de jeunes sionistes pour qu'il y suive un programme accéléré d'émigration vers la Palestine mandataire, donc un programme qu'on appelle la Harshara. Et une fois arrivé en Palestine, Ernst Levy, il arrive en fait pas du tout à s'adapter, c'est ce que vous racontez. Il met en doute le projet sioniste, il écrit à ses parents pour les mettre en garde sur l'illusion d'une vie meilleure en Israël. Il raconte aussi se sentir complètement en décalage et ne pas pouvoir accepter le racisme envers les populations arabes qui infusent dans tout le pays. Et vous expliquez qu'il n'a jamais en fait réussi à s'adapter aux injonctions virilistes de la jeune nation juive, à tel point, et c'est très mal vu à l'époque, qu'il finit par quitter Israël en 1956 et par réémigrer en Allemagne. Un homme juif inapte, du coup, c'est aussi un homme qui doute du sionisme ? C'est intéressant que vous ayez rappelé ces deux cas parce que je trouve que, à partir de ces cas-là, on peut retracer, donc à partir de sources qui peuvent être diverses. Il y a des certificats, par exemple, d'immigration. Enfin, il y a tout un dossier d'immigration pour arriver en Palestine mandataire sous autorité britannique. Donc, il faut remplir tout un dossier. Dans ce dossier, il faut raconter toute sa vie de manière un peu, schématique, mais enfin, ça donne quand même des informations. Il y a les correspondances. Vous avez rappelé, là, tout à l'heure, à l'instant, que Ernst Levy, il a énormément écrit à ses parents qui étaient restés en Allemagne et qu'il a réussi à faire venir. Travailler sur ces cas, travailler sur ces trajectoires personnelles, ça permet de voir comment les individus ont croisé, en fait, toutes les dynamiques sociales, tout le tissu social qu'ils ont traversé, en fait. Juste pour terminer sur cette histoire de Levy et du fait que lui, il se sentait vraiment décalé, en fait. Il est décalé toute sa vie. De toute façon, il a investi très tôt dans autre chose. Très tôt, il a quitté le kibbutz parce que comme il est arrivé seul par une organisation qui était l'Aliyah de la jeunesse, qui est l'émigration des Juifs vers la terre d'Israël. Il était pris en charge. Donc, il n'a pas eu le choix au début. En arrivant en 1936 en Palestine, il est tout de suite envoyé dans un kibbutz. C'est une forme de vie en collectivité. Où on pratique souvent d'ailleurs l'agriculture. C'est une idée qui vient du socialisme. Mais dès qu'il peut, en fait, il va commencer à faire des études pour devenir bibliothécaire et documentaliste à Tel Aviv. Donc, dès qu'il peut, il s'échappe du kibbutz et il retrouve sans doute une identité qu'il aurait eue s'il n'avait pas quitté l'Allemagne. À tel point qu'il va devenir ensuite documentaliste et bibliothécaire et qu'il va retourner en Allemagne. C'est fou. Dans le pays des bourreaux, il va retourner vivre là où il est parti. Puis c'est intéressant qu'il devienne bibliothécaire, parce que du coup, il revient se conformer à un idéal d'homme juif, intellectuel, etc., qu'on a défini dans le premier épisode. Et un idéal très en lien aussi avec une identité allemande, puisque la culture au sens de la Bildung, c'est quelque chose qui fonde aussi historiquement la nationalité allemande. Donc en fait, Ernst Levy, tout en étant juif, tout en ayant été persécuté par le nazisme, s'est senti toute sa vie extrêmement allemand. Juste pour entendre sa voix, il dit dans une des sources que j'ai eu à consulter, « De fait, j'appartiens plutôt à la
catégorie des anti-soldats, une chose que j'ai portée silencieusement comme une tare durant plusieurs décennies. Donc il n'ose pas dire qu'il fait partie de la catégorie des anti-soldats parce que c'est honteux de le dire. Il était décalé. Et je termine. Par nature, je détestais tout ce qui se rapportait à l'armée. Si l'on veut, j'étais un civil né. C'est-à-dire lui, porter une arme, c'était l'horreur pour lui. Voilà. Et puis on voit bien la continuité qui existe entre le moment d'où il parle et puis aujourd'hui, où c'est aussi très compliqué en Israël de questionner sa place dans cette société surmilitarisée, quoi. Petit point de précision. Ici, je parle de celles et ceux qu'on appelle les objecteurs de conscience en Israël, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui refusent de faire leur service militaire et qui refusent la guerre contre la Palestine. Ils et elles sont coordonnés et accompagnés par l'ONG Mesarvot. En hébreu, ça veut dire « celle qui refuse ». Ah oui, il faut dire que dès le début, l'armée joue un rôle évidemment important dans une jeune nation qui est fortement en conflit avec ses voisins et qui est militarisée en fait en permanence et dans un état quasi perpétuel d'alerte en fait. Et donc les guerres se succèdent, je ne vais pas refaire la chronologie des guerres ici, mais ça fait que vraiment le rôle, même le fait que l'on voit tant d'uniformes dans la rue, c'est quelque chose qui est très très présent. Là, on prend l'exemple de Ernst Levy qui incarne une masculinité déclassée, en décalage, etc. Mais vous racontez aussi dans vos articles la figure du yéké. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un yéké ? Oui, alors le yéké, c'est la manière qu'on a eu en Israël et ailleurs, d'ailleurs on trouve des occurrences aussi en Amérique du Nord ou ailleurs, de désigner typiquement le juif d'Europe centrale, qui en gros porte un veston et une cravate sous les palmiers en Israël alors qu'il fait 40 degrés, parce qu'il a gardé cet habitus bourgeois, lettré, intellectuel. Bon voilà, les grands professeurs de l'université hébraïque de Jérusalem qui venaient d'Allemagne ont gardé toute leur vie leur accent allemand en parlant hébreu. Et donc le yéké, c'est ça, c'est celui qui est un peu inadapté. Donc c'est aussi l'anti-homme juif du muscle, en fait. C'est un peu l'anti-homme juif du muscle. C'est pas non plus le juif d'Europe orientale, c'est pas le juif d'Europe de l'Est. Et c'est d'ailleurs un peu les yiddishophones de Palestine qui se moquent des germanophones. Donc ils se moquent de ces parvenus bourgeois qui ont cru être des grands Allemands, alors qu'en fait, l'Allemagne les a chassés, les a persécutés, les a exterminés aussi pour d'autres qui n'ont pas eu la chance de pouvoir partir. Moi, j'ai l'impression aussi, vous me dites si je me trompe, mais que cette image du yéké, donc du juif allemand inadapté aussi dans cette terre, elle est critiquée ou en tout cas un peu moquée parce que ça vient complètement remettre en question justement cette idée d'hébraïsation de l'homme juif où en fait ce serait notre terre ancestrale et du coup on s'y retrouve parce qu'il y a, on y a nos origines, notre histoire, etc. Et du coup, cette figure, elle vient montrer l'européanité en fait des Juifs. J'ai aussi envie de faire un petit point rapide sur le traitement des juifs séfarades, donc de la péninsule ibérique, et des juifs mizraïm, donc ce qu'on pourrait appeler, c'est une catégorie un peu fourre-tout pour désigner les juifs arabes globalement. J'ai envie juste de citer le livre de Ella Shohat, qui est autrice et chercheuse israélo-états-unienne, née de parents juifs irakiens, et donc elle a écrit le sionisme du point de vue de ses victimes juives, et qui démontre aussi le racisme présent en Israël à l'encontre des juifs arabes et des juifs de la péninsule ibérique, donc voilà, globalement, notamment les juifs originaires du Maghreb. Donc je pense que c'est intéressant aussi de citer leur cas, parce que c'est un autre exemple de masculinité inapte ou subalterne en Israël. Et puis il y en a une dernière qui m'apparaît aussi, dans cette catégorie d'hommes inaptes, c'est les homosexuels juifs. Il y a une phrase qui m'a interpellée dans vos recherches, puisque vous dites « Parmi les vices affectant le corps masculin apte dans le discours sioniste, il y avait l'homosexualité, considérée soit comme une faiblesse idéologique et une tare importée d'Europe et de la diaspora, soit au contraire comme un vice oriental que l'on pouvait contracter par perméabilité avec l'environnement arabe. » Moi, ça me questionne parce que comment on fait pour comprendre cette homophobie structurelle ?
Quand on sait par ailleurs qu'Israël déploie une très forte propagande pro-LGBT en communiquant partout, par exemple, sur le fait que Tel Aviv, c'est la capitale mondiale des LGBT. Et puis plus récemment, évidemment, je repense à ce soldat de Tsahal, Yoav Atzmoni, qui se montre tout sourire sur une photo à Gaza fin novembre 2023, en tenant un drapeau LGBT arc-en-ciel floqué de l'inscription « In the name of love », donc au nom de l'amour. La photo avait carrément été publiée sur les réseaux sociaux du gouvernement israélien. Donc comment on explique cet écart entre l'homophobie structurelle du sionisme et puis cet exercice-là de propagande ? En fait, on est un petit peu ramené à des questions qui nous ont occupés dans le premier épisode, autour de la manière dont une nation inclut et exclut. Alors, pour rebondir d'abord un tout petit peu sur ce que vous venez de dire précédemment autour de la question des autres, des autres victimes du sionisme, les victimes juives du sionisme, pour faire référence. Juste très rapidement, il y a un sketch très drôle qui a été fait dans les années 70 par deux comiques qui passaient à la télé israélienne, donc Arik Einstein et Uri Zohar, dans le cadre d'une émission, d'une série d'émissions qui s'appelait Loul, le poulailler ou la basse-cour. Et donc, il y a un sketch, on peut le regarder sur YouTube, ça dure 7 minutes, sur les aliotes successives. Et en fait, qui montre que chaque vague d'immigration... Donc les aliotes, le pluriel de alia. Voilà, exactement. Que chaque vague d'immigration voit la suivante plutôt, comme moins bien qu'elle et surtout comme un danger. Et donc, c'est très drôle parce que donc, ça commence par les juifs russes qui sont présentés comme des bolcheviks. Alors, en arrière-fond, on a la musique, l'internationale qui joue. Les juifs yéménites, on est en plein dans le sujet des Mizrahim et des juifs arabes, sont arriérés, ils parlent que l'arabe, ils sentent l'ail. Les Yékés, ils arrivent avec leur fameux veston, ils s'appellent Franz, ils ne parlent qu'allemand, ils portent tous un titre de docteur ou de professeur. Et puis les juifs du Maghreb, et qui parlent français, qui s'appellent Jacqueline et Albert, et qui arrivent au son de la Marseillaise, parce qu'en fait, ils n'auraient pas voulu venir en Israël, mais ils voulaient venir en France, en fait, mais ils se retrouvent en Israël. Donc, vous voyez, c'est une manière humoristique de traiter cette question d'une nation qui inclut, mais qui à chaque fois exclut. Et, disons que là, la liste des exclus est quand même très longue. Elle est très longue. Qui se trouve grâce aux yeux d'Israël Ça, c'est une manière humoristique de traiter la question. Donc, disons que d'une manière générale, on peut dire que le cœur de la nation israélienne, il est plutôt ashkénaze, s'organise autour de ce cœur ashkénaze des formes de distance par rapport au cœur, au centre, et où les Mizrahim, donc cette catégorie fourre-tout qu'on peut appeler aussi juifs arabes, qui étaient arabophones en tout cas au moment de leur arrivée, s'organisent. Mais là, la question que vous avez posée ensuite, elle est importante aussi, c'est celle de la place, donc de la vision de l'homosexualité. Voilà. Alors, là encore, comme toute forme de nationalisme, ou comme toute nation, le nationalisme israélien, il a été d'abord homophobe. Ou en tout cas, il a été construit sur une exclusion de l'homosexualité, en particulier masculine, hors de la sphère nationale. Dans les sources qui datent de la période mandataire, donc avant 48, comme des sources qui datent d'après 48, l'homosexualité, elle est étrangère. Elle vient soit d'Europe, c'est un mal, une maladie qui vient d'Europe, qu'on a rapporté comme une tare qui aurait échappé à la régénération du nouvel homme juif, ou alors elle est orientale. Elle est orientale, c'est-à-dire arabe, dans un processus d'exotisation et d'orientalisme que l'on connaît dans d'autres contextes. L'homosexuel, c'est toujours l'autre. Et voilà, on a ça dans la presse beaucoup, on a ça dans des sources médicales aussi, dans les rapports qu'écrivent les médecins. Alors, maintenant, l'autre question que vous avez posée est le fait qu'Israël, par le truchement de la visibilité, en particulier de la communauté LGBT+, de Tel Aviv, par exemple, qui est, disons, visible mondialement, par la Gay Pride aussi de Tel Aviv, le fait qu'Israël mette en avant l'inclusion des gays et plus largement des personnes LGBT+, relève un peu de ce qu'on peut appeler le pinkwashing, en fait. C'est du pinkwashing ou de l'homonationalisme, qui sont des concepts importants, je pense, à rappeler ici. C'est-à-dire que pour mieux exclure aujourd'hui certains du cœur de la nation israélienne, on pense ici évidemment aux Arabes, ou en particulier aux Palestiniens, on inclut des catégories. En ce moment, on inclut des personnes LGBT. Et il faut dire aussi, pour rendre justice absolument à tout et pour complexifier un peu le propos, que ce n'est pas un phénomène spécifiquement israélien. Ça s'observe aussi ailleurs. C'est même
cet homonationalisme ou cette inclusion des... Juste pour rappel, mais l'homonationalisme, donc un concept développé par la théoricienne queer Jasbine Puar, Exactement. Dans les années 2000, et qui désigne soit un individu, soit un groupe, soit un État, qui défend les droits des personnes LGBT à des fins racistes et ou xénophobes, enfin en tout cas nationalistes, par exemple pour promouvoir son supposé progressisme politique en opposition à d'autres groupes ou États qui seraient eux un danger pour les personnes LGBT. Exactement. Et donc, c'est un ressort qui n'est pas spécifiquement israélien et qui c'est même un ressort puissant actuellement des droites populistes et identitaires en Europe. D'inclure les homosexuels blancs, là, il est souvent question d'ailleurs aussi des hommes, pour mieux exclure les non-blancs. Donc là, voilà, c'est pas spécifiquement une question israélienne. Et vous parlez de pinkwashing, j'ai juste aussi envie de définir rapidement le pinkwashing, mais donc c'est un procédé de communication qui désigne le fait pour une entreprise ou un État, enfin voilà, ça peut être différentes entités, le fait de s'approprier les combats LGBT pour en quelque sorte redorer son image, apparaître comme progressiste. Tout ça, ça nous amène vers l'image actuelle qu'on se fait de l'homme israélien supérieur, qui est une image aussi poussée par l'État d'Israël, et qui s'incarne à travers la figure très nationaliste du soldat de Tsahal, donc l'armée israélienne. Vous expliquez que ça remonte à loin, puisque au moment de la création d'Israël en 1948, il existait la Haganah, qui était une organisation paramilitaire sous contrôle britannique, qu'on pourrait désigner quelque part comme l'ancêtre de Tsahal, et qui est décrite dans votre article, enfin en tout cas vous reprenez les propos d'une source, comme une organisation où l'on fabriquait des citoyens sans faille physique. Aujourd'hui, pour faire un petit rappel, donc là, il y a l'armée israélienne Tsahal qui implique un service militaire obligatoire pour tous les jeunes à partir de 18 ans. Donc le service militaire, il dure 32 mois pour les hommes et 24 mois pour les femmes. Du coup, l'armée, c'est pour l'ensemble de la population jeune israélienne un espace primaire en fait de sociabilité. Et moi, je me demande, mais ça fait quoi à des hommes jeunes de commencer leur vie d'adulte au sein de cette armée ultra-viriliste ? Ce qu'on peut dire en tant qu'historien, c'est qu'évidemment, c'est dans le domaine militaire, et ça, c'est pas spécifique à Israël non plus, que la fabrique du nouvel homme a été la plus poussée. Et c'est même la plus spectaculaire. Donc, la création d'une nouvelle culture militaire, elle s'est faite en Israël à partir de 1948, mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, elle a déjà été préparée avant. La création de cette nouvelle culture militaire israélienne, encore largement en vigueur aujourd'hui, a été un projet genré qui reposait sur la refonte de pratiques quotidiennes et le développement d'un lien de camaraderie entre hommes, donc la Haverut, pour ne pas tomber non plus dans le risque qui est toujours la grande peur de l'armée, en plus des maladies sexuellement transmissibles, qui est une des grandes autres peurs de l'armée dans l'histoire longue. L'autre peur, c'est que les hommes entre eux aient des relations sexuelles. Donc la camaraderie, c'est aussi une sorte de superstructure mentale pour leur éviter de tomber là-dedans. Et donc il y a un chercheur israélien qui s'appelle Danny Kaplan qui a aussi développé une socio-histoire de cette amitié héroïque, voire sacrificielle entre les camarades. C'est la réoute. On est prêt à se sacrifier. Ça, c'est un trope qui est très présent, par exemple, dans le cinéma. Le camarade qui se sacrifie. Donc, voilà, des liens d'affectivité très proches, mais très propres aussi, entre les hommes. C'est-à-dire, on est très proches, affectivement, mais on ne va pas jusqu'à avoir des relations sexuelles. Oui, peut-être aussi, c'est une façon de romantiser en quelque sorte l'exercice de guerre, quoi. C'est qu'on y accole tout un imaginaire de martyrs, de sacrifices qui vient rendre possible l'inacceptable. Oui, sans doute. En tout cas, c'est un des ressorts de la violence. Mais ça a été montré aussi par des historiens et historiennes qui travaillaient, par exemple, sur... je vais revenir à l'Allemagne, je suis désolé. Sur les soldats de la Wehrmacht. La camaraderie, Kameradschaft, c'est aussi ce qui a permis les pires atrocités. Parce que justement, c'est une manière de tenir ensemble un tout, un collectif. C'est le collectif qui agit, ça n'est pas l'individu. Ça régule des formes d'émotion aussi, et ça permet de faire le pire. Oui.
Ça, c'est une idée hyper intéressante. Bon, là, on parle de la collectivité, du coup, masculine israélienne. Mais moi, je me demande quand même, toute cette nouvelle image de l'homme juif qui a été produite par Israël et par le sionisme, quel impact ça a sur les masculinités en diaspora qui, là, il me semble, d'après tout ce que vous me racontez, produisaient des idéaux de masculinité complètement opposés, enfin, en tout cas, qui étaient dans un tout autre registre de masculinité au pluriel. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui sur les jeunes juifs en diaspora, d'avoir cette image-là du soldat surmusclé dans un environnement surmilitarisé? Enfin, ça ne peut avoir qu'un impact. Oui, ça pose la question plus généralement, je pense, de la manière dont aujourd'hui, ou disons dans l'après-guerre, les Juifs se positionnent par rapport à la centralité qu'est Israël. Voilà. C'est comment se positionne-t-on dans une manière d'être juif qui est une manière transnationale. Ça reste une diaspora, mais avec une centralité très forte, qui sont les injonctions qui viennent d'Israël. Et alors là, il y a plusieurs manières de faire. L'autre grand pôle dans l'après-guerre, c'est évidemment l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Et là, on a vu le réinvestissement, par exemple aux États-Unis, de la notion dont on parlait déjà précédemment, de la notion de mensch. Le mensch qui est en yiddish, une personne intègre, morale et digne, qui a le sens du bien et de la responsabilité, etc. Et donc, dans les publications juives américaines, il est souvent question aussi de cette forme-là, d'être juif, d'être un homme juif, d'être un homme bon juif. Il y a aussi qui est réaffirmé pour s'opposer justement à la brutalité de l'image masculine israélienne. Sans doute, et puis qui rejoint aussi sans doute des manières états-uniennes d'être un homme, d'être un Américain. Donc voilà, c'est ça qui rend les choses intéressantes, c'est qu'elles sont complexes. Et puis il y a aussi la figure du Jewish boy. Le Jewish boy, c'est le beau, jeune, athlétique, mais aussi en même temps très américanisé. On pense aux jeunes Californiens, par exemple. Bon, le Jewish boy, c'est pas tellement éloigné, c'est parfait pour le cinéma, etc. Ou bien, là, des formes, disons, de masculinité juive aux États-Unis et plus généralement en Amérique du Nord, de défense et de riposte, où là, l'israélité est plus forte. On peut penser, par exemple, à la Jewish Defense League, qui avait été créée dans les années 70, fin des années 60, par un ultranationaliste et un rabbin d'extrême droite américain, mais qui ensuite va habiter en Israël, qui s'appelait Meir Kahane, qui était né à Brooklyn en 1932, qui a été assassiné à Manhattan en 1990, après avoir fait une carrière dans un parti ultranationaliste en Israël. Et donc, ce rabbin ultranationaliste prônait donc la Jewish Defense dans les quartiers où les Juifs, par exemple, côtoyaient des Noirs. Et donc, cette idée de riposte, là, finalement, on n'est pas tellement loin d'une masculinité juive israélienne qui se bat donc avec des battes de baseball. Il y a une image, Meir Kahane avait payé une du New York Times le 24 juin 1969, où on voit en pleine page une photographie qui représente un groupe de jeunes juifs de Brooklyn qui tiennent des battes de baseball. Ils sont prêts à en découdre, ils sont prêts à se défendre. Et sous la photo, il y a la légende « Est-ce là une manière de se faire entendre quand on est un nice Jewish boy ?» Donc, vous voyez, là, il joue avec le Jewish boy, mais qui, en fait, c'est musclé. Voilà. Oui, donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une espèce de confrontation permanente d'une porosité en tout cas, entre l'idéal du juif musclé, pour reprendre toute la terminologie du judaïsme du muscle, et puis des masculinités juives plus douces, plus intellectuelles, et qu'en fait ça traverse l'histoire juive, et je trouve ça passionnant de le comprendre de cette manière. Je sais que vous êtes historien, donc que parler du présent, voire de se projeter dans le futur, vous n'aimez probablement pas faire ça, mais je me demande aussi, face à ce qui se passe en Israël et en Palestine aujourd'hui, de plus en plus de voix juives elles-mêmes émergent pour dénoncer la brutalité du colonialisme israélien et puis pour se désolidariser d'un projet d'écrasement du peuple palestinien qui est mené en leur nom, en l'occurrence en notre nom. Est-ce que ça participe, ça, à rebattre les cartes des masculinités juives, à produire des masculinités juives peut-être dissidentes? Je vais quand même vous répondre par une pirouette qui nous ramène un petit peu en arrière, puis il y a des choses que je connais. On va retourner dans les années 40, en Palestine mandataire. Après 1937, il y a eu des émeutes arabes sanglantes. On est encore sous le mandat britannique. On est avant 48. Et mes petits yékés, là, mes juifs d'Europe centrale, intellectuels et pacifistes, et qui ne détestent pas les Arabes,
ont essayé de créer un parti. Avant la création d'Israël, le parti qu'ils ont appelé la jeune immigration, la Aliyah Hadasha, Hadash jeune et Aliyah immigration, qui prévoyait une coexistence pacifique entre juifs et arabes dans un même État binational. Évidemment, ça paraît complètement utopique aujourd'hui, mais c'était une proposition de l'intérieur, de gens qui vivaient sur place, qui voyaient, alors qui eux se projetaient dans le futur. Qui, eux, se projetaient dans un futur où ils disaient « mais si on ne fait pas la paix maintenant », Shalom Arshav, c'est d'ailleurs la paix maintenant, c'est une des grandes organisations aussi après, qui va prôner une coexistence pacifique. L'Aliyah Hadasha, elle a défendu une politique de la mesure et de l'entente. Alors, ils s'expriment en allemand, donc l'entente pour eux, c'est la Verständigung, verständigen, ça vient du verbe verstehen, comprendre. Il s'agit de comprendre l'autre pour mieux discuter avec lui, pour mieux coexister avec lui. C'est bien utopique, évidemment, tout ça. Et l'histoire les a fait taire, puisqu'ils se sont présentés 2 fois à des élections sans grand succès. Et puis, le parti s'est transformé dans une organisation qui défend la culture d'Europe centrale, enfin une association culturelle, quoi, là où il y avait un projet politique au départ. Donc voilà, ces juifs allemands, ils portaient sans doute une masculinité dissidente, mais qui n'a pas porté politiquement, quoi. Pour clôturer cet entretien, j'ai envie de vous demander si vous avez une œuvre d'art à conseiller à nos auditrices. Là aussi, en tant qu'historien, je vais remonter presque hier, en 1907, d'un livre qui va peut-être advenir, mais il n'est pas traduit. Il n'est pas traduit en français, qui est le livre de Nobody. Nobody. Donc personne, en voilà, anglais. Qui est, exactement, Nobody, qui est le pseudonyme de Karl Martha Beer. Karl Martha Beer, et qui est postfacé par le grand sexologue juif allemand Magnus Hirschfeld, qui ensuite, un des premiers travaillait les questions de l'intersexualité, de l'homosexualité, des relations de même sexe, de l'inversion de genre, enfin des tas de choses. Et il s'agit d'un récit rare, on en a très peu, c'est vraiment une source historienne extrêmement rare. Oui, parce que je le rappelle, mais l'Institut Hirschfeld, si je ne dis pas de bêtises, a été brûlé pendant le nazisme, et donc du coup on a perdu beaucoup de sources qui parlaient des parcours des personnes LGBT. Exactement. Et donc là, on a un rare récit qui a été retrouvé d'intersexualité vécue de l'intérieur et de contestation. On dirait aujourd'hui d'intersexuation. Pardon, oui, vous avez raison. De personnes intersexes, en tout cas. Martha Beer, en fait, elle est née en 1885 en Allemagne, dans une famille juive. Et il y a une incertitude sur son sexe, mais la décision est prise de l'assigner fille. Et puis, après la puberté, etc., ça ne fonctionne plus. En 1906, Martha subit une opération de réassignation sexuelle et elle disparaît socialement pendant quelque temps. C'est durant cette période qu'elle, devenue Karl, Martha est devenue Karl, et rédige le témoignage de ses années de jeune fille. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre de Nobody, donc c'est publié sous pseudonyme. Et Karl, il décrit les émotions suscitées par la découverte en cours de vie des possibilités offertes par la masculinité. On ne se promène pas dans l'espace public de la même manière. Et le souvenir de la corporalité féminine de Martha et l'horizon comparatif perpétuel de ce texte, qui est, à mon avis, un très beau texte, voilà. Moi, ça me fait vibrer. Et donc, je vais juste en lire 3 lignes. « Mon corps, désormais libéré du corset et de tout autre vêtement serré, a commencé à se renforcer et à se développer. Je pratique des activités corporelles et fais toutes sortes d'exercices de gymnastique afin de compenser des années d'entrave à l'épanouissement. Mon corps est plus fort et plus large, ma posture est plus libre. C'est une découverte à l'âge adulte de ce que les garçons apprennent de la masculinité sans s'en rendre compte. Ce texte nous aide à déconstruire et ça rend visible des mécanismes de masculinité. La masculinité n'est pas naturelle, rien de ce qui est genre n'est jamais naturel. C'est passionnant, il n'y a plus qu'à le traduire en français. Et il y a un épilogue à ça, puis je termine par là, qui ne figure évidemment pas dans le récit publié en 1907. C'est des recherches ultérieures qui l'ont fait en 1938, à l'âge de 53 ans. Karl Beer doit fuir le nazisme et émigre, où ça ? En Palestine mandataire, qui laisse pas beaucoup de traces ensuite. Il y a très peu de sources, on ne sait pas trop ce que fait Karl Beer. Mais Karl Beer exerce apparemment le métier de comptable, va devenir aveugle aussi. Décède à Tel Aviv en 1956, à l'âge de 71 ans, et sa tombe se trouve au cimetière de Kiryat Shaoul, près de Tel Aviv. Et sur la tombe, on lit le nom
Karl M. Baer. Le M, c'est le fantôme de Martha qui a accompagné Karl durant toute sa vie d'homme. Voilà. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode des Quiz sur la table. J'espère que ces analyses socio-historiques vous permettent de mieux comprendre les liens qu'on peut faire entre nationalisme et construction des masculinités, telles qu'elles s'incarnent par exemple en Israël depuis l'avènement du sionisme. On a peu parlé de l'actualité avec mon invité, puisqu'il est historien, mais on peut quand même relever que les voix juives sont de plus en plus nombreuses à dénoncer les conséquences politiques du sionisme et à plaider pour la décolonisation. Je pense par exemple au mouvement états-unien Jewish Voice for Peace, ou en France au collectif juif Tzedek, Orage, l'Union juive pour la paix, ou encore Kessem. C'est la fin de ce 91e épisode des Coups sur la table. Si cet entretien en 2 parties vous a plu, partagez-le autour de vous et écrivez-nous sur Instagram ou par mail à l'adresse lescouilssurlatable@binge.audio. Les Couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon, produit par Binge Audio. Prise de son, Sébastien Salis. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Édition, Lucille Leboutet. Communication, Jeanne Longhini et Lise Niederkorn. Merci infiniment pour votre écoute et à bientôt.